le retard, donc je ne suis pas responsable. Hein, c'est le patron, chauffeur, Fatri qui est le responsable. Moi, je suis invité. Donc, je ne suis pas responsable parce que je suis pas. Mais tu as ramené la neige avec toi. Voilà, j'ai ramené la neige avec moi de Genève. Fatri, tu peux nous projeter les vidéos ou c'est impossible? C'est pas possible. Ah là là, dommage. Je ne sais pas si on peut le faire même avec l'ordinateur. Parce que vraiment, c'est très très important. C'est 3 petites vidéos, ça dure 4 minutes, mais. Après, pendant la conférence, on peut. Donc. Au milieu. D'accord, parce que sinon je peux les montrer directement avec mon ordinateur, je pense que vous pouvez les voir parce que c'est très intéressant. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, j'étais dans cette salle en 2014, je pense, plein d'enthousiasme. Le printemps arabe qui a impressionné tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, on parle d'un hiver arabe, d'un cauchemar arabe. Je dis printemps, un cauchemar arabe. Pourquoi? Comment? Donc, je vais en fait fusionner 2 conférences scientifiques, parce que ça s'inscrit dans les sciences politiques, mais je vais vulgariser mes théories, mes concepts pour un public que je connais. Je ne pense pas que vous êtes tous des politologues ou historiens, donc j'essaie le maximum de vulgariser ces théories et ces concepts pour fusionner 2 conférences, en fait, la sociologie du printemps arabe, puis la sociologie du terrorisme. Essayer de comprendre d'un point de vue scientifique qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons avoir demain. Pour le printemps arabe, on a parlé des révolutions. La révolution, on a 2 approches, si vous voulez, plusieurs approches en fait pour définir qu'est-ce que c'est une révolution. Mais on va garder les 2 grandes écoles, l'école des sciences politiques américaines et l'école marxiste classique. Pour l'école des sciences politiques américaines, une révolution, c'est un changement de pouvoir au sein des élites. Ça veut dire une élite qui tombe, une deuxième élite qui prenne le pouvoir. Donc, ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une révolution, puisque l'élite qui gouverne, l'élite de Ben Ali, est tombée, et on a eu l'émergence d'une nouvelle élite. L'école marxiste dit non, ce n'est pas ça une révolution. La révolution, c'est la passation des pouvoirs d'une classe à une autre classe. C'est la Révolution française, 1789, c'est la passation du pouvoir de la classe féodale à la classe bourgeoise, par exemple. Donc, une école qui ne parle que des classes, on répète le concept de classe tout le temps, et une autre qui ne parle que des élites. On répète le concept des élites tout le temps. Donc, grosso modo, ce sont les 2 grandes écoles en sciences politiques du concept de révolution. Je ne vous cache pas, moi je suis adepte des sciences politiques américaines, malgré que je suis que de gauche, mais les modèles américains m'ont fasciné en sciences politiques. Je critique souvent la politique américaine dans le monde arabe, mais en termes de sciences politiques, le modèle est fascinant. C'est le modèle de la sociologie de la révolution. Alors, pour simplifier la chose, on va dire que toute révolution a 2 séries de facteurs. Les facteurs lointains qui s'accumulent, boum, et c'est le Big Bang, c'est la révolution. La deuxième série des facteurs sont les facteurs directs, ce que nous appelons la situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire, par exemple en Tunisie, c'est déclenché le 17 décembre et c'est fini le 14 janvier par la fuite de Ben Ali. En Égypte, ça a pris 3 semaines. On appelle ça revolutionary situation, la situation révolutionnaire. Les facteurs lointains qui s'accumulent, c'est classique. Pour le monde arabe, on a l'explosion démographique. La population a passé à tripler, quadrupler parfois. À titre d'exemple, la population tunisienne en 1956, c'était autour de 4 millions. La saoudienne, autour de 3 millions. Aujourd'hui, la Tunisie, 11 millions. La saoudienne, 30 millions. Donc, il y a une croissance démographique énorme, suivie par une exode rural de la campagne vers la ville. Donc, on a eu les quartiers pauvres qui sont construits de l'immigration rurale vers les villes, ce que vont composer les bidonvilles, puis plus tard, c'est la réserve de toute révolution, de toute contestation révolutionnaire. Deuxièmement, évidemment, le déclin de la classe moyenne, parce que toute stabilité politique, ou démocratie même voire, doit être garantie par la classe moyenne. Si la classe moyenne se met en déclin, on a des vrais problèmes. Et ça pourrait tourner vers une révolution. Et ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, etc. Donc le déclin de la classe moyenne. Tout s'est accumulé, puis pour avoir ce que nous appelons la situation révolutionnaire.
Donc on ne va pas longtemps parler des facteurs lointains, parce que ça nous prend du temps et en plus il y a trop de détails. On va parler directement de la situation révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est la situation révolutionnaire? C'est technique, vraiment c'est technique. Dans toute révolution, que ce soit la révolution française, bolchevique, chinoise, peu importe quelle révolution, on doit avoir en même temps 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes, mais le départ du régime. On devient radicaux, on veut plus des réformes, on veut le départ du régime, et c'est le résultat et le fruit aussi de la fermeture du système politique. Quand le système politique se ferme, la position se radicalise. Deuxième élément, après on va entrer dans les détails, on va prendre l'étude des cas, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Le noyau dur du pouvoir se décompose. Troisième élément est déterminant dans toute révolution. Ça passe ou ça ne passe pas. C'est la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, l'armée n'intervient pas, elle devient uniquement observatrice, c'est le cas tunisien, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. L'armée lâche le régime et fait un coup d'État. C'est pour cette raison qu'on dirait toujours, dans toute révolution, il y a quelque part un coup d'État militaire. Parce que si une armée reste loyale vis-à-vis du régime et déterminée à défendre le régime ne tombe pas. Il n'y a aucune raison que le régime tombe. J'ai appliqué ce modèle sur toutes les révolutions arabes. J'ai dit par exemple pour Gaddafi, la Libye, le régime ne va pas tomber. Ce qui s'est passé avec la Libye, c'est que l'armée s'est divisée. Cette brigade en faveur de Gaddafi, c'est contre. Donc quand l'armée se divise, qu'est-ce qui va se passer? On tombe dans la guerre civile. Donc on quitte la sphère de la sociologie de la révolution vers la sociologie de la guerre civile. Les cas tunisiens et le cas égyptien sont parfaits. On a bien montré comment l'armée a été neutre, l'armée a refusé de tirer contre les manifestants en premier volet, et deuxièmement a donné des signes que l'armée est avec le peuple. Pour la révolution tunisienne, moi j'étais le 12 janvier sur l'antenne de Léman Bleu, la télévision suisse romande, et j'ai dit, ben c'est fini. J'ai vu sur Facebook des images filmées par des amateurs que les officiers et les soldats se solidarisent avec les manifestants. Oui, on est avec vous. Bon, c'est clair, le message de l'institution militaire tunisienne. Donc, c'est un coup d'État implicite qui a fait que le régime tombe facilement. L'Égypte, c'est la même chose. Reste le cas libyen et le cas syrien ou yéménite. C'est complexe. Si l'armée syrienne veut défendre son régime, pourquoi le régime doit tomber? Si l'armée libyenne gagne la bataille, pourquoi le régime doit tomber? Parce qu'il faut dire que toute révolution doit être toujours une boîte noire fermée. On utilise souvent ce terme dans les sciences politiques, boîte noire fermée, ça veut dire on ne doit pas accepter des interventions étrangères. Parce que imaginez-vous que la Révolution française a subi une intervention de l'armée allemande ou de l'armée anglaise. Qu'est-ce qui va se passer? La dynamique interne de la Révolution se perd. Après, on quitte la sphère de la sociologie de la Révolution vers les relations internationales et les rapports de force. Et ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Les Russes, les Chinois, les vétos, etc. On la quitte, il n'y a plus de boîte noire fermée. Là, on est dans une question de relations internationales et des rapports de force entre les nations. Alors, cas par cas, d'abord, il faut éviter la généralisation. Moi, j'étais contre le concept du printemps arabe. Je le mets toujours dans des guillemets, parce qu'on s'est inspiré de ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est. Parce que l'Europe de l'Est, l'Union soviétique, c'était un bloc communiste. Donc c'est pareil, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, l'Union soviétique, etc. Ça se répète, le système. Mais le monde arabe, il n'est pas pareil. Chaque cas est différent que l'autre. La Tunisie, ce n'est pas le Maroc ce n'est pas l'Arabie Saoudite ce n'est pas le Yémen, le Yémen, ce n'est pas la Syrie. Donc, cas par cas, à mon avis, il faut traiter ce qui s'est passé dans le monde arabe. Alors, le fameux exemple, c'est l'exemple tunisien. On a vécu, comme j'ai dit, la radicalisation de l'opposition, puis l'institution militaire qui a pris position en faveur de la révolution, et troisièmement, les défections au sein du pouvoir. Moi, personnellement, je n'avais pas les détails, mais je dis c'est sûr qu'il y avait des défections. Et la preuve que la moitié du gouvernement de Ben Ali s'est mis en prison, la deuxième moitié du gouvernement de Ben Ali a continué à gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le régime s'est cassé en deux. Les pro-Ben Ali sont en prison, ceux qui ont
Comme il est coup d'État contre Ben Ali, sont au pouvoir. On va voir ça dans la vidéo, parce que c'est une vidéo choquante. Deuxièmement, la radicalisation de l'opposition. Je comprends bien la position tunisienne et égyptienne, qui ne veut plus du régime, donc dégage. Dégage, on ne veut plus de vous, malgré le troisième du discours de Ben Ali ou de Moubarak, c'était un discours conciliateur. Ça veut dire, je vous ai compris, je suis prêt pour la réconciliation, donnez-moi encore une chance, je recule, je fais marche arrière. Hop, mais là, ce qui se passe, c'est que l'opposition devient de plus en plus radicale. Elle prend de force, parce que la dictature se base ou se fonde sur la crainte et la peur. C'est un système de crainte et de peur. Le jour où on voit le dictateur qui a peur, l'opposition prend de plus de force. Donc même en sociologie politique, on dit que le dictateur ne doit jamais donner des concessions pendant le processus révolutionnaire, pendant la situation révolutionnaire. Il peut faire des concessions avant ou après, mais pendant la situation révolutionnaire, le jour où Ben Ali a dit « pardonnez-moi, c'est fini ». La même chose avec Moubarak. Gaddafi, par exemple, il a compris « non, vous êtes des traîtres, des rats, je vais vous suivre maison maison. Je ne cède pas ». Le Syrien aussi, il a dit la même chose. Je ne fais pas des concessions, moi. Parce que dans ce processus, pour le dictateur, je ne suis pas l'avocat du diable, mais pour le dictateur, on ne doit pas faire des concessions. Reste la position de l'armée. L'armée tunisienne a choisi, comme j'ai dit, le camp du peuple. Mais on va voir la vidéo, la version française. L'armée libyenne s'est divisée en deux. Donc, c'est la guerre civile. L'armée syrienne a voulu défendre son régime. Donc, le régime ne tombe pas. Et pourquoi doit tomber? J'ai dit la même chose dès le début. J'ai mis mes vidéos, je dis, mais c'est quelque chose de technique, scientifique, ça n'a rien à voir avec les émotions, l'idéologie. Ce sont des structures. L'armée française, par exemple, à Tunis, on a la place Lafayette. Lafayette, c'est un général français qui a refusé de tirer contre les manifestants français. Donc, c'était la trahison de l'armée française vis-à-vis de Louis XVI. Ainsi de suite, la révolution bolchevique. Donc, toujours, il faut que cette armée dit son mot vis-à-vis de ce qui se passe. Neutralité, c'est bien, ou trahison, c'est encore mieux, vis-à-vis du régime. Mais le problème avec ces révolutions, qu'il y a eu une combinaison entre ce que nous appelons la dynamique interne des sociétés, c'est-à-dire la boîte noire, et les interventions étrangères. Les interventions étrangères ont cassé le côté spontané et dynamique interne de toute révolution. On a deux fameux exemples qui montrent la contradiction totale de ce printemps arabe. Par exemple, ce qui s'est passé en Libye, c'est une intervention étrangère en faveur d'une révolution contre un régime. Au Bahreïn, on a eu la même chose, mais totalement l'inverse. Ça veut dire une intervention militaire, qui est l'armée saoudienne, en faveur du régime contre la révolution pacifique populaire. Donc, on est face à quoi? Deux poids, deux mesures. La question syrienne. Au Conseil de sécurité, les Américains, les Français, les Britanniques ont voulu répéter le scénario libyen. Mais les Chinois et les Russes ont dit non, plus que 5 fois. Ils ont utilisé le droit de veto. Vous savez, au sein du Conseil de sécurité, il y a 5 pays, 5 États permanents. La Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne jouissent de ce que nous appelons le droit de veto. Ça veut dire, moi je dis non, alors on ne discute plus même la résolution, c'est fini. C'est le droit de veto. Chaque pays membre permanent a le droit de veto. Et il y a des pays qui changent selon le continent, qui peuvent dire non, mais n'ont pas le droit de veto. Et le Brésil a dit non, l'Inde a dit non, le Sud-Afrique a dit non. Ce sont 3 pays qui font partie de ce que nous appelons les pays du BRICS. Les pays de BRICS, à leur tête la Russie, la Chine, ils veulent faire un bloc contre la politique américaine dans la région. Par exemple, pour les Chinois, on s'est demandé, la Chine souvent c'est connu, c'est l'hallucination, ne vote ni pour ni contre. Pourquoi cette fois-ci vous utilisez le veto et 5 fois, et alors nous savons tous et toutes qu'un seul veto ça suffit. Le veto russe ça suffit, pourquoi vous utilisez votre veto? Ils ont répondu en anglais, game is over. Le jeu c'est fini, on a compris ce qui se passe. C'est une nouvelle carte du monde arabe, du Moyen-Orient. Vous protégez des dictatures, vous voulez faire tomber des dictatures,
On comprend bien. Il y a une politique de poids de mesure, donc il n'y a pas de dynamique interne, il y a des interventions étrangères. Et le problème du printemps arabe, c'est que ce processus de conflit entre dynamique interne, ce qui se passe vraiment à l'intérieur des sociétés, et l'intervention étrangère, on est face à une suprématie de l'intervention étrangère. Ça veut dire que l'intervention étrangère devient de plus en plus forte que la dynamique interne. Aujourd'hui en Syrie, il y a 80 nationalités qui sont en train de combattre contre les régimes. On ne peut pas parler de 80 nationalités étrangères, des Tchétchènes, des Turcs, des Maghrébins, des Tunisiens, etc. Et des services secrets, des pays étrangers, etc. Et des bases militaires russes, des Turcs, etc. Elle est où la boîte noire? Elle est où la dynamique interne? Le peuple syrien qui est responsable, lui-même, uniquement lui-même, responsable de son essor. C'est bon? Les vidéos sont prêtes? Voilà, la première vidéo, ça va vous choquer, frapper. C'est en anglais, pour les non-anglophones qui ne connaissent pas l'anglais. Joe Biden, c'est le vice-président américain. Il dit, devant des étudiants à l'université de Harvard, aux États-Unis d'Amérique, tout simplement, nos amis émiratis, qatariens, saoudiens, turcs ont créé, financé Daesh, afin d'éliminer coûte que coûte le régime de Bachar al-Assad. Il l'a dit en anglais, donc on va l'écouter. C'est le vice-président américain, c'est le numéro 2 aux États-Unis d'Amérique. Il y a du son? C'est là-bas que ça se passe. Il n'y a pas de son. Parce que l'écoutez pas bien. Regarde le son de les haut-parleurs. Sinon, peut-être je te donne le micro. Le coller à l'ordinateur. Une traduction en Non, bon, moi j'ai dit qu'on se remet du côté parce que c'est très très choquant. Il y a eu puzzle, etc. Et c'est où à l'université? Parce qu'à l'université, moi je suis scientifique, on ne peut pas manipuler des étudiants. Hein. La manipulation, c'est les politiciens, sont les journalistes, malheureusement. Mais à l'université, on ne peut pas. L'université, c'est l'éthique du scientifique, comme disait Max Weber, l'éthique du scientifique. Essentially thrown out of that, found open space and territory in eastern Syria, worked with al-Nusra, who we declared a terrorist group early on, and we could not convince our colleagues to stop supplying them. So what happened? Now all of a sudden, I don't want to be too facetious, but they have seen the Lord. Now we have, the president's been able to put together a coalition of our Sunni neighbors, because America can't once again go in to a Muslim nation and be the aggressor. It has to be led by Sunnis to go and attack a Sunni organization. And so what do we have for the first time? Now Saudi Arabia has stopped the funding going in. Saudi Arabia is allowing training on its soil of American forces under Title X open training. The Qataris have cut off their support for the most extreme elements of the terrorist organizations. And the Turks, President Erdogan told me, he's an old friend, said, you were right, we let too many people through. Now they're trying to seal their border. My constant cry was that our biggest problem is our allies. Our allies in the region were our largest problem in Syria. The Turks are great friends, and I have a great relationship with Erdogan, which I just spend a lot of time with. The Saudis, the Emiratis, etc. C'est en français, donc je n'ai pas besoin de traduire, je pense. Excusez-moi, vous ne pourriez pas quand même traduire pour les non-anglophones? Oui, je dis, grosso modo, Joe Biden, c'est le vice-président américain, c'est le numéro 2 après Obama. Il dit intégralement devant les étudiants de l'université de Harvard, aux États-Unis d'Amérique, nos amis qatariens, saoudiens, turcs ont financé, créé Daesh. Parce que Daesh était l'organisation terroriste. C'est ce qu'on entend sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est... Alors, deuxième vidéo, là c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Laurent Dumas, qui parlait de la Syrie. Ce qui s'est passé de la Syrie avant même les événements en Syrie. C'est quelques années avant les événements, avant la crise.
Platon, vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, c'est évident, mais en substance, c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que des hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. Je lui ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Hein? Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser machin, c'est quoi, je vais vous dire? La finalité? Dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. Frédéric Elbet-Purcher, puis c'est ce qu'on entend sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est encore plus choquant. C'est la version française à TF1 sur ce qui s'est passé en Tunisie. Ce n'est pas une révolution, pour eux c'est un coup d'État militaire américano-tunisien entre l'armée et la CIA, mené par le ministre des Affaires étrangères tunisien et le chef de l'armée tunisienne contre Ben Ali. C'est TF1, donc ce n'est pas France 24 ou France 2. Cela veut dire c'est une chaîne privée. L'État français ne prend pas totalement la responsabilité. En même temps, l'information n'était pas à la une au début du téléjournal. C'était au milieu, dans un petit reportage glissé. En Tunisie, la population voilà. Avec une autre histoire qui n'a pas un lien entre la deuxième partie. En Tunisie, la population réclame elle aussi. C'est bon? Allez-y. Merci. Aussi la dissolution du gouvernement de transition, la pression de la rue reste très forte. Aujourd'hui, par exemple, des milliers de jeunes venus du centre du pays ont convergé vers Tunis et ont décidé, vous le voyez, de rester ce soir devant le palais du Premier ministre, bravant ainsi le couvre-feu qui est maintenu. En même temps, un appel à la grève illimitée des enseignants du primaire a été lancé pour demain, date théorique de la reprise des cours. Revenons aussi sur les conditions du départ de l'ancien président Ben Ali, car bien des questions se posent, notamment pour les Tunisiens. On en sait un peu plus sur ces conditions. Les États-Unis et l'armée auraient joué un rôle important. Les explications de Lison Bougul. Le jour où tout a basculé dans l'ombre, selon nos sources, 2 personnages jouent un rôle déterminant et vont précipiter la chute du régime. Le général Rachid Amar, le chef de l'armée, c'est lui qui a refusé de tirer sur les manifestants, comme le lui demandait le président Ben Ali, pour prêter main forte à la police. Et Kamel Morjane, le ministre des Affaires étrangères. Dans les dernières heures, ces 2 hommes auraient été en contact régulier avec les Américains. Ce sont eux qui poussent le président tunisien à quitter le pays en urgence. Ils le font monter dans un hélicoptère pour Malte. Le président Ben Ali prendra ensuite un avion direction l'Europe. À ce moment-là, il pense aller passer quelques jours en France pour revenir plus tard, tel un sauveur. Il ne se doute pas que le chef de l'armée et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de l'écarter définitivement. Tout porte à croire que les États-Unis approuvent, voire même soutiennent ce plan. Ils auraient même convaincu l'Arabie Saoudite d'accueillir le président Ben Ali et sa famille, avec une condition, qu'il ne fasse aucune déclaration, car le président tunisien préparait déjà son discours de retour. Merci, c'est bon. Merci. Donc, ces 3 vidéos sont des extraits, parce que j'en ai d'autres. J'ai même des articles. Par exemple, financement de l'islamisme radical. Un ex-chef de la DST met en cause le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est Yves Bonnet, l'ex-chef de la direction de la surveillance du territoire français, le numéro 1 du renseignement à l'intérieur. Yves Bonnet dit intégralement
On n'ose pas parler de l'Arabie Saoudite et du Qatar, mais il faudrait peut-être aussi que ces braves gens cessent d'alimenter de leurs fonds un certain nombre d'actions préoccupantes, déclare-t-il. Il va falloir un jour ouvrir le dossier du Qatar, car là, il y a un vrai problème. Et je me fiche des résultats du Paris Saint-Germain. C'est Yves Bonnet, ce n'est pas n'importe qui. Deuxièmement, l'Arabie Saoudite avait financé le terrorisme en Syrie et en Algérie. Bernard Scarini, ancien patron des renseignements intérieurs français, révélé il y a 2 ans que l'Arabie Saoudite finançait le terrorisme en Syrie et en Algérie. Le problème, c'est qu'on est tous enthousiastes de ce qui s'est passé dans le monde arabe. On est des démocrates, progressistes. On cherche le bonheur de cette région afin d'éliminer des dictatures. Mais quand on dit que c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui financent ces révolutions, en Tunisie ou en Syrie, ou en Libye, on pose plusieurs questions. Parce que personnellement, je suis politologue. Je répète toujours, je suis scientifique. Je ne vous ai pas montré des interviews, des documents, des sites internet ou des jeunes aventuriers qui racontaient des histoires de complot. Non, dans notre centre, on travaille avec les versions officielles. Les numéros 1 et les numéros 2 et les déclarations des ministres des Affaires étrangères, etc., c'est ça qui nous intéresse. Je ne m'intéresse pas à tout ce qui est complotiste et des médias alternatifs, etc. Non, c'est officiel. Les versions officielles, ça me suffit, personnellement, afin de voir clairement le tableau, ce qui s'est passé dans le monde arabe. Il y a le juste et le faux, le vrai et la manipulation. Le juste, c'est ces mouvements sociaux qui ont déclenché la révolution, surtout en Tunisie. Ce sont les mouvements sociaux des régions pauvres, marginalisées, qui ont construit le noyau dur de cette révolution. D'ailleurs, les martyrs, sur 200 presque, plus que 90%, sont des jeunes chômeurs ou des ouvriers. C'est vraiment la classe prolétarisée qui a déclenché, même pas en tant que parti politique. Et finalement, on a vu que des partis islamistes prennent le pouvoir, que ce soit par des élections rapides. Le paysage politique n'est pas encore créé, n'est pas encore fait. Et une intervention massive au plan médiatique et financier de l'Arabie Saoudite et du Qatar, puis c'est les Émirats qui voulaient contrer les frères musulmans contre le Qatar. Et après, on dit, mais qu'est-ce que des dictatures moyenâgeuses sont en train de faire contre des démocraties émergentes? Parce qu'on a une typologie quand même du monde arabe. Pour dire un régime, on donne des notes, comme on donne des notes aux élèves, aux étudiants, on donne des notes à propos de la démocratie à des régimes politiques. Dans ma typologie, par exemple, aujourd'hui, je peux mettre le Liban et la Tunisie comme les 2 pays arabes les plus libres, où on dit tout ce qu'on veut à la télé, dans les médias, le multipartisme, vraiment tout est libre. Je peux mettre deux autres États, le Maroc et l'Algérie, comme je donne la note moyenne, ou un peu au-dessus de la moyenne. Ça fonctionne, il y a des critiques vis-à-vis du pouvoir, etc., des élections, ainsi de suite. Et dernièrement, les pays qui interdisent même la fraude électorale, où il n'y a rien du tout, c'est un vide total, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il n'y a rien. Je dirais même la fraude électorale, c'est une phase avancée dans l'histoire humaine. Parce qu'au moins il y a des élections. Mais truqué, mais au moins il y a des élections. Mais là, il n'y a rien du tout, c'est un vide total. C'est le noir, il n'y a rien. Un prince, un roi, pétrole, base militaire américaine, et voilà, il règne. Le problème, ils ont acheté beaucoup d'intellectuels, entre guillemets, et ils ont des empires médiatiques, et ils versent trop d'argent afin de manipuler ces révolutions, afin de manipuler ces démocraties naissantes, et c'est l'argent sale qui détourne le processus démocratique naturel. Et on a un vrai problème.